On est en 1868 et un homme se jette ici dans la Seine. Il est ruiné et pense que sa carrière de peintre est déjà finie. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point de révolutionner l'histoire de la peinture. Aujourd'hui, je vous raconte la vie du peintre de l'instant. Vous l'avez reconnu, c'est Claude Monet. Salut tout le monde, on se devait de faire une petite vidéo à l'extérieur pour Claude Monet. Voilà, ça fait 100 ans qu'il est mort aujourd'hui et quelle histoire je vais vous raconter. Restez bien branchés, c'est la 11e histoire d'artiste sur la chaîne. Les prochaines vidéos seront d'autres histoires d'artistes, donc restez abonnés, c'est gratuit. En plus, je le rappelle, mais si aujourd'hui je peux vous faire ces vidéos-là, c'est grâce aux partenaires qui me font confiance. Et aujourd'hui, c'est la boîte française, vous en avez un petit peu entendu parler, Mammouth AI, qui me permet de réaliser ce contenu. Si tu te sers de Claude, Opus, GPT, Gemini, Nano Banana ou autre, et bah ça tombe bien, Mammouth, c'est l'endroit où tu as tout en même temps dans une seule interface avec un seul abonnement de 10 € seulement. Dernièrement, le code est arrivé sur l'application et également la génération de vidéos. Vous avez de quoi faire, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mammouth équipe plus de 100 entreprises aujourd'hui avec une interface admin pour gérer les utilisateurs. Le tout est basé en Europe, sans rétention de données. Toutes les infos sont en description. Merci Mammouth, on passe tout de suite au début de notre histoire. Alors pour comprendre pourquoi Monet s'est jeté dans la Seine en 1868, il faut revenir bien plus tôt, en 1840, à Paris. C'est là qu'il naît, mais il grandit au Havre en Normandie. Son père, c'est lui, il est commerçant, il s'appelle Adolphe, et il espère que son fils, comme beaucoup de parents à l'époque, reprendra un jour l'affaire familiale, une boutique d'articles pour marins. Sa mère, elle, aime chanter et fréquente les milieux artistiques. C'est peut-être la seule qui va encourager Claude dans l'artistique. Puisqu'une chose devient très claire, Claude n'est pas fait pour l'école. Pendant que les autres élèves écoutent le prof, lui, il passe son temps à dessiner des caricatures. Ouais, c'est un peu bizarre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît de lui, mais il faut bien commencer quelque part. Il dessine ses profs, le notable de la ville, ses potes, et franchement c'est pas mal. Il est mineur quand il fait ça, il a entre 15 et 17 ans quoi. Et il arrive à les vendre ses dessins, plutôt correctement, 10, 20 francs notamment, à des boutiques d'art du Havre qui affichent ses dessins. Mais un homme qui passe devant cette boutique d'art s'apprête à changer la vie du jeune Claude. Claude Monet a 17 ans et il vient de perdre sa mère. Il ne s'en remettra jamais vraiment. À côté de ça, son père l'étouffe. L'art est une distraction pour lui, pas un métier. Alors il habite depuis chez sa tante, Marie-Jeanne Lecadre. Elle fait de la peinture elle aussi, occasionnellement. Elle comprend très vite ce que le père refuse de voir. Son fils possédait un don. C'est vous qui faites ça ? C'est amusant ces caricatures, mais vous êtes capable de mieux. Sortez avec moi. Venez peindre dehors. Regardez le ciel. Voilà ce qui compte vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Claude a 18 ans quand il peint ce tableau. C'est stratosphérique. Claude Monet dira « Si je suis devenu peintre, c'est à cet homme que je le dois, celui qui l'a initié à sortir davantage. » Cet homme, il s'appelle Eugène Boudin. Eugène ne peint pas chez lui, il transporte son chevalet, ses tubes de peinture et peint dehors au cœur du sujet. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire, attends mais comment ça il y avait personne qui peignait dehors avant ? Parce qu'en fait, ça là, les tubes de peinture, ça n'existait pas.
En fait, les tubes comme ça existe depuis 1841, soit depuis juste un peu plus de 15 ans à ce moment-là. En fait, avant, soit on préparait sa peinture chez soi, soit on la transportait, oui, mais là-dedans, dans des vessies de porc. C'était sale, pas pratique. Quand tu les perçais pour récupérer la peinture, après, fallait les reboucher. Tu faisais un peu comme tu pouvais, ça dégueulait de partout, horrible. Alors je peux vous dire que cette invention de John Gottfried a absolument tout changé. Eugène Boudin le répète à Claude Monet. Les peintres de studio inventent une lumière qui n'existe pas. Nous capturons celle qui est devant nous à l'instant présent. L'argent de sa tante et le peu d'héritage de sa mère permet à Claude d'acheter du matériel et de tenter sa chance à Paris. Son père, évidemment, s'y oppose, mais rien n'y fait. Claude est déterminé, mais il ne sait pas dans quelle galère il vient de s'enfoncer. Claude est de retour donc à Paris, là où il est né, et ça a bien changé. Ici, tout est cher, et en quelques mois, Claude n'a plus de sous et demande de l'aide à son père. Et vous me voyez venir, ça sera non. Soit tu reviens et tu trouves un boulot normal, soit tu te débrouilles. Claude choisira la deuxième option. Ses aptitudes lui permettent de rentrer ici, à l'Académie suisse, qui deviendra plus tard l'Académie Colarossi, qui formera bon nombre d'artistes. C'est lui que Claude rencontre en premier, Camille Pissarro, qui a 10 ans de plus et qui, 5 ans plus tôt, peint deux femmes causant au bord de la mer, à Saint-Thomas. Les deux hommes refont le monde, quasi tous les soirs au café, et s'en prennent à rêver. Ils veulent être enfin acceptés à ce qu'on appelle le salon. Ici, environ 5000 œuvres y sont présentées par les artistes, devant environ 500 000 personnes. À l'époque, c'est un tiers des habitants de Paris. Un artiste qui réussit, c'est un artiste qui réussit à se faire exposer ici, au salon. Mais malheureusement, pour Claude Monet et Camille Pissarro, le salon est dominé par la peinture académique de Cabanel, Courbet ou de Gérôme. C'est eux, les stars de l'époque. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite. Il est temps de travailler maintenant pour Claude. J'ai trouvé ça assez bizarre que dans la liste Wikipédia des œuvres de Claude Monet, on ait un tableau manquant ici. Mais pourtant, on a son nom, Scène algérienne. Claude est tiré au sort, il est obligé de réaliser son service militaire ici, en Algérie. Le service militaire dure 7 ans à l'époque. Et il n'existe qu'une seule solution pour s'en sortir, payer. Et est-ce que le papa va payer ? Pas du tout. Claude ne peindra l'Algérie qu'une seule fois, sur place. Et cette image manquante, c'est pas un bug de Wikipédia. Sur le catalogue raisonné de l'artiste qui présente toutes ses œuvres, on a le droit seulement qu'à un titre et d'une petite histoire sur sa provenance. Le tableau aurait été acheté par le marchand d'art Durand Ruel. Monet refusa d'abord de reconnaître cette œuvre de jeunesse, puis finira par l'acheter et très certainement par la détruire. Il ne peindra plus jamais cette période de sa vie. L'année suivante, Claude tombe malade. Sa tante verse 3000 francs et le libère du service militaire. Pour la famille Monet, c'est très clair. Tu veux être artiste ? D'accord, mais tu vas apprendre l'art, le vrai, dans un atelier. Ici, 43 membres. 43 peintres qui essayent de travailler leurs gestes. On est aux Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Charles Gleyre. Un peintre suisse au style classique, irréprochable.
Il a déjà exposé au salon il y a quasi 20 ans avec cette toile. Parmi ses élèves, on retrouve Alfred Sisley, un Britannique né à Paris, discret, académique, Auguste Renoir, issu d'une famille très modeste, qui lutte pour vivre de sa peinture, mais aussi Frédéric Bazille, ambitieux issu d'une famille bien plus aisée. Frédéric Bazille ne figure pas sur cette toile, car il vient d'arriver dans l'atelier, tout comme Claude Monet. Ces 4 jeunes hommes se lient rapidement d'amitié et se rendent compte très rapidement, sous l'impulsion de Claude, que leur place n'est pas ici, enfermée. Elle est dehors. Ils abandonnent l'atelier Glaire ensemble en 1863. Mais ce qu'ils abandonnent par-dessus tout, c'est les règles. À Fontainebleau, ils peignent directement ce qu'ils voient. La lumière, les arbres, les variations du moment présent. Et vu que la lumière change tout au long de la journée, ils peignent vite. Et c'est pas facile de peindre vite. Pour l'expérimenter, là, c'est vraiment chaud. Les ombres se déplacent constamment. Claude s'exercera même à peindre plusieurs fois la même chose à des moments différents, juste pour l'expérience. Mais Claude déçoit son père et le met dans une colère noire. Adolphe ne lui donnera désormais plus un centime. Le groupe d'amis s'agrandit et une certaine Camille Doncieux, prend la pose régulièrement en tant que modèle. Et c'est surtout Claude que Camille va inspirer. À ce moment-là, la nature n'est plus l'élément central de son œuvre. C'est le coup de foudre, mais épouser une modeste fille modèle, c'est mal vu par la famille Monet. Alors son père lui coupe toutes ses ressources. C'est terminé, je ne veux plus rien savoir. Il ne lui donnera plus rien. Il envoie cette lettre à Armand Gauthier, peintre et proche de la famille Monet. Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle du Havre. Ma tante est enfin décidée à m'arrêter la pension qu'elle me fait ce mois-ci. J'en suis tout bouleversé. Je viens vous supplier de m'aider à faire céder encore un peu ma tante. Je ne sais pas trop comment je pourrais m'en sortir. La pauvreté commence à gagner le foyer, surtout que Camille et Claude attendent un enfant. Claude doit tout simplement réussir à vendre ses toiles maintenant, mais son style n'est pas recherché. Alors il opte pour une stratégie. Peindre Camille, oui, mais d'une manière un peu plus classique. Et ça marche. Il est de suite accepté au salon de 1866, avec La femme à la robe verte. Ce tableau est acclamé par la critique, notamment par Émile Zola lui-même. Il partira pour 800 francs, une somme qui aide Claude, Camille et leur nouveau-né Jean, mais qui ne suffit pas à éponger leurs dettes. Les huissiers se rendent ponctuellement chez le couple et saisissent des tableaux. Monet en vient même à demander de l'aide à Bazille, régulièrement. Envoyez-moi tout de suite 150 ou 200 francs le plus vite possible. Il me faut absolument cet argent. Après cela, je vous laisserai vos aises pour le reste. Mais au moins que cet enfant ne vienne pas dans la misère et qu'il ait ce qu'il faut. Il ne sait plus comment attirer l'attention de son ami qui peine parfois à lui donner l'argent à temps. Mon cher Basile, je vous écris 2 mots à la hâte pour vous demander secours bien vite. Si cela vous est possible, je suis décidément né sous une mauvaise étoile. Je viens d'être mis à la porte de l'auberge où j'étais, et cela nu, comme un ver. Ma famille ne veut plus rien faire pour moi. Je ne sais donc pas encore où je coucherai demain. J'étais si bouleversé hier que j'ai fait la boulette de me jeter à l'eau. Heureusement, il n'en est rien résulté de mal. Oui, Claude tente de mettre fin à ses jours en ce mois de juin 1868. Réel désespoir ou énième appel à l'aide à Bazille,
Claude vit toujours dans la galère, mais une galère bien plus grande s'apprête à frapper la France. La guerre franco-prusse éclate. Le pays plonge dans un état de crise et les 4 amis sont séparés. Claude Monet fuit la France et part rejoindre son vieil ami à Londres, Camille Pissarro. Alfred Sisley reste en France, mais son atelier est détruit par les Prusses. Sa famille perd peu à peu sa fortune. Auguste Renoir est mobilisé pour partir au combat, mais peu de temps plus tard, il tombe malade et revient. Frédéric Bazille, lui, est motivé à partir au combat, lui qui a toujours eu l'impression d'avoir grandi sans difficulté. Il sera abattu le 28 novembre 1870 lors de la bataille de Beaune-la-Rolande. Il avait 28 ans. À Londres, pendant ce temps-là, il fait gris, froid, humide, le brouillard avale tout. Et pourtant, pour Monet, c'est presque un refuge. Plus de créanciers, plus de pression, plus de courses permanentes pour survivre. La ville est calme, comme suspendue. Et dans ce flou, il respire enfin. Il apprend une autre culture et fait connaissance du travail de 2 génies anglais, Constable et Turner. Il se rend compte qu'ici, à Londres, la peinture romantique, que tout le monde vénère pourtant en France, c'est déjà de l'histoire ancienne. Oui, cette toile de Constable a plus de 60 ans à ce moment-là. Monet ne sera né que 30 ans plus tard. Turner, c'est la même chose. Turner peint le brouillard, les incendies, d'une manière tellement spontanée que tout paraît éphémère et en mouvement. C'est décidé, Claude ne veut plus être applaudi pour ses peintures réalistes, comme celle de la femme à la robe verte. Alors dès son retour en France, c'est l'heure de boycotter le salon, en lançant ses propres expos avec ses propres gars, à lui. Tout ce beau monde constitue la nouvelle société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, etc. Bon oui, pour le nom, ils se sont pas trop pris la tête. Ils nous donnent rendez-vous au 35 boulevard des Capucines contre 1 franc l'entrée. Et l'ambiance, elle est cool. C'est un peu le salon, mais des losers quoi en quelque sorte, enfin ceux qui sont pas dans les codes. Et dans cette expo, il y a un mec qui se balade. Un mec qui tient un journal satirique. C'est un peu comme le Charlie Hebdo d'aujourd'hui, sauf que ça s'appelle à l'époque le Charivari. Il s'appelle Jérôme Leroy et son job c'est de démonter tous les tableaux. Sur cette toile de Pissarro, il dit « Mon ami crut que les verres de ses lunettes étaient troubles. » Monet, lui, il arrive notamment avec cette toile, une vue du port du Havre avec, vous savez, ce petit brouillard anglais qu'il a ramené avec lui. Il l'appellera « Impression Soleil Levant ». Louis Leroy ironise le nom de l'œuvre. Que représente cette toile ? Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. En gros, ça lui provoque rien du tout. Tellement rien du tout que cette expo, il va l'appeler l'expo des impressionnistes, d'une manière complètement sarcastique. Et il va gagner. Personne ne vient aux expos, les toiles ne se vendent pas, le Charivari caricature même des gens qui flippent devant les toiles. À la fin de l'expo, chaque artiste doit même mettre la main à la poche pour pallier les dettes. Mais heureusement, dans le lot, t'as quand même quelques défenseurs du mouvement. Jules-Antoine Castagnari, journaliste pour le quotidien Le Siècle, écrit un article et dit que si l'on tient à les caractériser d'un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d'impressionniste. Ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Le nom est gardé et le collectif s'assumera en tant que tel en lançant même leur journal L'Impressionniste. Alors c'est pas encore la joie côté finance, mais Monet
finira par vendre sa toile vedette à un tout nouveau fan, un petit peu particulier. On est en 1876 et Claude Monet se fait héberger, lui, son fils Jean et sa femme Camille qui attend un deuxième enfant. On se trouve au château de Rothenburg, dans la ville de Montgeron, en banlieue parisienne. Ici vit Ernest Hochdé, mécène, collectionneur et surtout l'un des premiers à croire vraiment en Claude Monet. Il n'est pas tout seul, il habite ici avec sa femme, Alice, avec qui il a 6 enfants. Ernest n'achète pas une toile pour décorer, il en achète des dizaines. Il invite Monet à vivre sur place, lui donne du temps, de l'espace et un peu de stabilité, ce que Claude n'a que trop rarement connu. Mais quelques mois plus tard, Ernest Hochdé fait déjà faillite, trop d'achats pour pas assez d'acheteurs. Sa collection est liquidée et les monnaies qu'il possède partent pour presque rien. Et la situation devient assez bizarre en fait, puisque le château de Rothenburg est saisi et tout le monde doit partir. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va partir ensemble. On a les deux couples qui continuent de cohabiter. Tout ce groupe s'installe à Vétheuil, dans le Val d'Oise. Vous l'avez vu, ici, Camille a accouché de son deuxième garçon, Michel. Mais cette naissance fragilise encore un peu plus la jeune femme, qui développe une tumeur de l'utérus. Claude reste à son chevet et brade ses toiles pour parvenir à soigner sa femme. Mais ça ne suffira pas. Camille Monet meurt le 5 septembre 1879 à 32 ans. Claude ne peut s'empêcher de la représenter une dernière fois sur son lit de mort. Il glisse un cœur discret collé à sa signature comme un aveu silencieux de l'amour qu'il lui porte encore. Mais à cet instant déjà, une autre présence s'est installée dans sa vie. Alice. Camille le savait sans doute déjà, son homme l'aimait, mais l'aimait différemment. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule photo de Camille encore visible, prise en Hollande en 1871. Soit Claude aurait détruit toutes les autres de lui-même, soit Alice lui aurait demandé de le faire. On ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé, mais ce que l'on sait, c'est que ces deux personnes ignoraient vraisemblablement l'existence de cette photo. 1, 2, 3, 4 ans de vie commune entre Alice et Claude et plus de 150 nouveaux tableaux. De temps en temps sa nouvelle compagne, Alice, de temps en temps son fils, mais le plus souvent des paysages où personne ne s'y trouve. Claude est triste, mais il avance. En ce qui me concerne, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans la maison que Alice et Claude commencent à louer en 1883. Il faudra attendre 7 ans pour que le couple puisse acheter cette maison à Giverny. On est en 1890 et Claude est maintenant riche. En fait, il trouve un concept qui fait l'unanimité. Je vous en parlais tout à l'heure. Il peint la même chose à plusieurs moments de la journée, comme la cathédrale de Rouen ou encore les Meules. Il appellera ça tout simplement les séries. C'est peut-être la première fois que l'œuvre n'est plus une seule image. C'est la comparaison que l'on fait avec les autres œuvres de la série qui fascinent les gens. Les toiles s'arrachent, notamment chez les Américains. Avec toutes ces ventes, Claude génère entre 50 000 et 100 000 francs par an. À titre de comparaison, pour l'époque, un ouvrier, ça gagne environ 1200 francs par an. Et un bourgeois, environ 10 000. Ouais, il est un peu loin le temps où Claude se jetait dans la Seine. Le foyer est enfin confort dans ses finances.
tellement confort qu'il va même aider son vieil ami Camille Pissarro à acheter sa maison. Tellement confort même qu'il va se payer un bassin dans son propre jardin avec des nymphéas dessus. Et comme si c'était pas assez, un petit pont japonais pour éviter de faire le tour, évidemment. Et il va passer quasi tout son temps ici pendant des années. Claude demeure le seul survivant de son époque. Il perd son mentor, Eugène Boudin, en 1898, puis son vieil ami, Camille Pissarro, 5 ans plus tard. Puis vient tragiquement celle de sa femme, Alice, en 1911. 9 avril 1911. Mon pauvre ami, c'est fini. Ma compagne adorée est morte ce matin à 4 heures. Je suis désemparé, perdu. Votre ami Claude Monet. Un trouble de la vue s'ensuit, une cataracte plus exactement, puis un autre ami qui s'éteint, Auguste Renoir. Claude est au crépuscule de sa vie, mais il résiste, l'envie de peindre est trop forte. Même si sa vue lui fait défaut et que le réalisme de ses toiles se détériore, il prend le soin d'offrir à la France son œuvre monumentale après l'armistice du 11 novembre 1918. Elles seront exposées au musée de l'Orangerie à Paris, lorsque 8 ans plus tard, Claude Monet s'éteindra chez lui, à 86 ans, des suites d'un long cancer du poumon. Plus de 2000 tableaux réalisés, pour quasiment 2000 de détruits. Une rage de l'imperfection perpétuelle. Aujourd'hui, dans le jardin de Claude, j'ai pu voir des visiteurs s'arrêter comme s'ils comprenaient enfin ce que Claude cherchait, la vérité d'un instant, d'une seconde, qui semble contenir l'éternité, l'impression. C'est bien, il reste la journée, comme ça on pourra voir. Vous auriez dû prendre une petite table, non? Je suis grand, donc mes jambes, j'évite de faire la circulation rapidement. Oui, oui. Non, mais pour poser votre matériel. Oui, bon après moi j'aime bien. Non, ça va. Ouais, c'est pas bien grave, j'aurais pu prendre ça pour le mettre dessus, mais c'est pas bien grave. Non, on se débrouille, hein. Je pense qu'avant, les plantes, on ne peignait qu'en atelier. C'était vraiment traditionnel. Exactement. C'était la tradition en atelier. Donc, Et on peut le voir quelque part, votre reportage? Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci aussi au jardin de Giverny, à la maison de Claude Monet de m'avoir accueilli dans ce lieu de fou. J'ai pu tourner des super images et tourner tous mes petits plans face cam ici. N'hésitez pas, c'est super important, je le fais jamais et il commence à pleuvoir. Je le fais jamais, mais abonnez-vous à la chaîne, franchement ça m'aide. C'est beaucoup plus pratique d'être abonné que d'attendre à chaque fois qu'une vidéo pop dans votre accueil YouTube. Là vous êtes abonné et vous êtes direct au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer, ça date qu'on l'a pas dit sur la chaîne. Salut et à la prochaine. Ciao.